14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. C'est vrai que cette semaine, nous avons beaucoup évoqué les complexités de la nature humaine. Et aujourd'hui, tout particulièrement, on va se rappeler à quel point nous sommes certes fragiles, mais nous avons aussi des capacités insoupçonnées pour aller mieux, à condition de se prendre en main. Et j'ai le meilleur allié aujourd'hui pour vous convaincre, puisque c'est Michel Odoul qui est avec nous durant ces 2 heures. Alors c'est vrai, le monde ne va pas très bien, mais pourquoi se laisser envahir par l'anxiété ambiante si on ne peut rien faire ? L'anxiété, c'est un poison pour notre organisme, pour notre morale. C'est une peur à la puissance 10. Et en plus, elle est souvent totalement irrationnelle, cette peur. La seule chose qu'on peut faire, la seule chose sur laquelle nous avons une action, c'est sur notre monde intérieur. Alors pourquoi se laisser envahir par ce monde extérieur qui est quand même, c'est vrai, souvent toxique ? Le dernier livre de Michel Odoul, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, est sans concession. Mais en même temps, il nous dit bien que rien n'est perdu. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre destin durant ces 2 heures. Et peut-être que si nous sommes nombreux à se prendre en main, justement, ça aura peut-être un impact sur le monde extérieur. Chiche, ça vous tente ? Venez réagir au 0826 300 300. Merci d'être avec nous, Michel Odoul. Bonjour, Votre Brigitte. dernier livre est assez sans concession, comme je viens de le dire. Vous montrez bien à quel point, j'ai presque envie de dire, on a ce qu'on mérite. Si on ne prend pas les choses vraiment en main. Sans aller jusque-là, parce que ça pourrait être vécu comme un propos accusateur ou culpabilisant. Le monde dans lequel nous vivons est effectivement un monde qui est extrêmement déstructurant et déstabilisant, du moins ce qu'on nous en montre, et que les comportements et les attitudes qui sont les nôtres aujourd'hui, qui traduisent tout globalement quelque chose qui s'appelle le non-respect du vivant, quelles que soient les raisons de cela, nous conduisent malheureusement à la tension, à la rétractation, à la souffrance, au malaise, au mal-être, à la désespérance, enfin à tous ces états qui sont un petit peu particuliers que l'on rencontre aujourd'hui et qui font que quand on regarde le monde par sa fenêtre, on se rend compte que au-delà du simple fait d'avoir réveillé la haine ordinaire entre les individus, nous avons créé quelque chose qui est absolument terrible pour l'être humain, qui normalement est un individu qui est plutôt grégaire et social. Nous avons créé une espèce de pseudo-croyance du monde qui est que l'autre est un risque. Oui. Et à partir de ce moment-là, nous rentrons dans un rapport à l'autre et donc par conséquent à nous-mêmes, dans lesquels beaucoup de choses se rétractent. Sauf que ça n'est pas simplement quelque chose d'abstrait ou de virtuel, ça se traduit par des réalités biologiques et physiologiques, et ça finit par s'inscrire dans nos corps. Et il n'y a pas 36 issues à cela, c'est un petit peu comme on est dans l'obscurité, il n'y a qu'une seule façon de sortir de l'obscurité, c'est en rallumant la lumière. Et rallumer la lumière, c'est une façon particulière de redresser la tête, de regarder ailleurs, de porter son regard ailleurs, parce que sans doute qu'il y a des zones boueuses dans notre monde, mais sans doute qu'il y a aussi des zones qui sont très lumineuses et très belles à voir. Ça me fait sourire quand vous parlez de rallumer la lumière, parce que je pense à cette petite blague qui est assez un peu en relation avec ce qu'on vient de dire. Vous avez perdu vos clés et vous les cherchez sous le lampadaire. Parce que là, au moins, il fait clair. Oui, exactement. Oui. Non, quand on rallume la lumière, c'est pas simplement d'aller là où il y a de la lumière. Non, mais j'aime bien cette image de monde intérieur qui peut-être parle bien à ceux qui nous écoutent, parce que au fond, notre monde intérieur, on peut y faire quelque chose. Le monde extérieur, non, on est assez impuissant, quoi. Oui. Donc commençons déjà par nous faire du bien, et peut-être que si on est très nombreux à se faire du bien, ça fera du bien autour de nous. Et oui, il y a vraiment des idées et des chemins fondamentaux dans ce que vous êtes en train de dire, et à travers deux choses. On est en plein dans ce qui est la question philosophique extrêmement grave de la différence entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Absolument. La seule différence, c'est que c'est un choix. C'est je choisis ce que j'ai envie de regarder. Parce qu'il y a la même quantité d'eau dans le verre. Mais si quand j'observe le verre, ce que je vois c'est un verre à moitié plein, c'est l'effet de je vais avoir de l'espoir, de la satisfaction, de la tranquillité, de la sécurité. Si je ne vois que le verre à moitié vide, je vais avoir de l'insécurité. Je vais donc boire un tout petit peu moins pour le garder, pour en avoir un peu plus longtemps, parce qu'il ne reste plus beaucoup, etc. Et on va se dessécher. Et on va se dessécher, on va se rétracter. La deuxième des choses qu'il y a aussi derrière ça,
Et ça n'est pas simplement un simple discours virtuel, puisque ça a conduit un jour un monsieur qui s'appelait Viktor Frankl à développer une vision particulière dans la psychothérapie qui s'appelle la logothérapie, c'est-à-dire la question du sens. Ce monsieur, un jour, il a été prisonnier dans les camps nazis. Et il a, pour un certain nombre de raisons et à travers un certain nombre d'observations, décidé que ce monde-là n'est pas celui qui lui ferait mal et le ferait souffrir, et que la torture ne lui ferait pas mal. Et il a réussi à arriver à cela. Bien sûr que c'est rare, c'est rarissime que quelqu'un soit capable de faire ça. Mais il en a développé une idée qui est une idée de fond, qui est que, en fait, le monde extérieur ne va avoir une action sur moi que jusqu'au point où je vais le laisser agir sur moi. Mais que la manière avec laquelle je l'interprète, parce que finalement le monde extérieur n'est jamais objectif, il n'est qu'une interprétation, eh bien va pouvoir avoir un effet qui soit un effet revitalisant ou au contraire un effet pathogène ou anxiogène. C'est aussi ce qu'on dit sur un événement, hein. On ne peut pas le changer. En revanche, on peut changer la perception qu'on en a. Sa façon de le vivre. Et sa façon de le vivre. Et là, on comprend très bien. Ce que je voudrais peut-être pour commencer, puis tout de suite après, on va donner la parole à Élise, déjà, qui est très touchée par l'anxiété ambiante. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la peur, c'est une émotion. On est tous, qu'on connaît tous, tout être humain, même le monde animal d'ailleurs, à cette émotion. L'anxiété, c'est une peur à la puissance 10 et qui n'est pas... qui est souvent pas justifiée, en fait. C'est un ressenti, plus exactement. Voilà. C'est pas une émotion pure, c'est un ressenti, mais souvent, l'anxiété n'est pas cohérente, si je puis dire. Elle est très diffuse, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait des dégâts. Et l'angoisse, c'est une anxiété encore plus profonde, et qui est d'ailleurs très humaine, puisqu'elle vient, l'angoisse, de l'idée qu'on va mourir, de la peur de la mort. C'est une angoisse qui est universelle et qui, malgré tout, n'est pas forcément négative si on sait bien la gérer. Et tout ça, que ce soit le stress, l'anxiété, les peurs, c'est pas bon pour notre système immunitaire. C'est pas bon pour notre système immunitaire, mais avec quelque chose de très important à repréciser. On le dit souvent, mais c'est bien de le répéter à chaque fois, il n'y a pas d'émotions négatives. Les émotions sont toutes des manifestations qui sont destinées à nous faire avancer. Donc quand elles sont fonctionnelles, elles sont toujours quelque chose de positif. C'est quand elles commencent à devenir dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus adaptées tant sur le plan de l'intensité du vécu ou du moment où elles s'expriment, qu'à partir de ce moment-là, elles deviennent problématiques. La peur est un levier ou un verrou de protection de soi. C'est elle qui pose des limites. C'est elle qui va faire qu'on ne dépassera pas un certain seuil. En revanche, ce qui nous appartient en fonction de ce que nous sommes et de la subjectivité de notre regard, c'est le niveau où on place la barre, le seuil où la peur va arriver. Et cette peur, lorsqu'elle arrive à un moment qui n'est plus justifié par la rationalité des choses, mais par notre interprétation, quitte le champ de la peur pour devenir une angoisse, une anxiété, une incertitude. Et ce qui est le plus troublant, c'est que plus on va rentrer dans ce champ de l'interprétation angoissante ou anxiogène, plus on va se mettre en péril, à l'inverse de ce que est censé produire la peur. Exactement. Donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et nous avons Élise dans un instant justement qui est touchée par cette vague anxiété ambiante. 14h07. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et je vous rappelle son dernier livre, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir. Pardon. C'est aux éditions Albin Michel. Ça vient de sortir et vous parlez évidemment de ce monde difficile et des solutions pour aller bien. Et puis j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer tous, parce que ça fait du bien, c'est très anxiogène. Si vous passez à l'antenne aujourd'hui, vous repartez avec un ballotin de chocolat Jeff de Bruges. Vous savez que c'est Pâques lundi, et donc en amont sur Sud Radio avec Jeff de Bruges, on a le plaisir de vous offrir un ballotin de chocolat. Et donc Élise, vous aurez ce ballotin de chocolat. Et merci de prendre la parole. Bonjour. Déjà, merci pour ce cadeau. Ça égaye déjà la journée. Bonjour à tous. Bonjour. Donc vous êtes un peu envahi par cette vague d'anxiété, c'est ça ? Alors oui, pour des raisons que j'élucide au fur et à mesure. Je suis plutôt de nature positive, optimiste, mais les dernières semaines, j'avoue que je me suis retrouvée à me laisser envahir par cette vague d'anxiété. Et j'ai décidé, notamment ces derniers jours, j'ai dit oulala,
j'ai senti, comme vous l'avez très bien dit en introduction, qu'il y avait de l'intensité, des réactions pas forcément adaptées par rapport aux événements. Et donc, j'ai pris le contre-pied, entre guillemets, en me disant, bon, comment je peux faire du bien à ma juste mesure, et puis faire des petits pas pour retrouver un équilibre ou rebalancer face à cette actualité, en me disant, je peux peut-être pas faire grand-chose de l'extérieur, mais peut-être que moi, à l'intérieur de moi-même, je peux peut-être faire bouger mes lignes, et peut-être qu'en bougeant mes lignes, je vais peut-être faire bouger les choses. Mais est-ce que vous avez senti dans votre corps des choses, justement, parce que c'est ça qui peut être intéressant pour Michel Odoul de... Tout à fait. Je sais pas, je me sentais très bien, et puis d'un seul coup, un état de doute, un état d'évitement, une vie structurée mais finalement pas structurée, une hygiène de vie qui était plutôt bien ficelée, et puis d'un seul coup, on se couche plus tard, on fait d'autres choses, on a des pensées plus difficiles, et donc j'ai décidé de me dire, oulala. Alors j'ai peut-être pris conscience, et on m'a dit autour de moi, c'est bien parce que il y a une prise de conscience. Alors on va déjà essayer de faire réagir Michel Odoul. Est-ce que justement cette anxiété peut nous couper l'envie d'avoir envie ? L'anxiété ou l'angoisse, les peurs fantasmées, etc., toutes ces ressentis, tous ces vécus psycho-émotionnels ont des conséquences à la fois sur le plan nerveux et sur le plan biomécanique pur. Sur le plan nerveux, ça va bien sûr avoir des actions et des interactions avec notre système neurovégétatif. Donc c'est ce qui va nous amener à avoir des variations de température dans le corps, des poussées de transpiration ou de chaleur, des transpirations froides, des larmes qui peuvent venir aux yeux, on va moins bien respirer, il va y avoir tout un tas de conséquences sur ce plan neurovégétatif, voire même éventuellement dans certaines situations, des tremblements qui vont arriver, des tensions ou des douleurs anticipatoires, comme on peut avoir avant un examen, avec les douleurs de ventre, etc. Et puis, il y a un deuxième champ comportemental sur le plan biomécanique, au-delà de cette biologie neurovégétative, eh bien, c'est tout ce que nous allons mettre en place comme stratégie d'évitement ou stratégie compensatoire. Elles sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est celui que vous avez un petit peu évoqué, à savoir que, comme je suis en insécurité, et etc., je vais avoir un espèce de réflexe de survigilance. Ce réflexe de survigilance va faire que je vais avoir du mal à me laisser aller dans le sommeil, parce que dans le sommeil, je vais être obligé de lâcher les manettes. Donc, je vais avoir une tendance à avoir des comportements, à trouver des prétextes plus ou moins valables pour me coucher plus tard, pour regarder une émission de plus, pour lire un bouquin un peu plus longtemps, pour sortir, pour etc. C'est-à-dire pour fuir ce moment où quelque chose au plus profond de moi-même va pouvoir émerger parce que mon champ conscient et mon moi va être conduit à se taire. L'autre mode compensatoire qui peut exister, bien entendu, ça va être dans le comportemental. Ce comportemental, il peut être vis-à-vis de l'extérieur. Ça sera des comportements, ce qu'on va appeler pathogènes ou accidentogènes. C'est-à-dire que je vais me mettre en situation d'ouvrir la porte à une pathologie. Nos grands-mères disaient en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et là, je vais trouver qu'il fait bon, je vais me mettre en t-shirt. Et je vais attraper froid. La maladie va me permettre, pendant que je vais mobiliser les énergies pour aller lutter contre elle, d'éviter de penser à ce qui me fait peur et à ce que je crains. Les comportements accidentogènes, c'est la même chose. Je vais me mettre dans des activités ou dans des choses dans lesquelles je vais risquer de me blesser, et le moment où je suis conduit à traiter la douleur ou la blessure va aussi être un comportement d'évitement. On revient à soi, finalement. Voilà. Et le troisième champ, qui est celui que j'évoquais aussi, c'est celui qui sera notamment dans les comportements alimentaires compensatoires. C'est-à-dire que je vais aller remplir le vide que je crois ressentir. On va boire, je vais chercher des saveurs ou des modes alimentaires qui vont me rassurer. Et donc, Élise, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ? Effectivement, alors moi j'ai commencé à élucider ça, et effectivement j'ai pointé du doigt qu'il y avait une insécurité que je vivais momentanément, et donc ça répond exactement à ce mode physiologique, le système neurovégétatif, tout y était, et j'ai dit oulala, sonnette d'alarme, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors j'ai pu prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'était peut-être pas habituel, et que j'ai peut-être des ressources qui me permettent de rebondir.
En tout cas, j'ai décidé il y a quelques jours de dire non, écoute, stop. Et petit à petit, je fais une pause, je me mets un petit pas de côté. Et puis, comme aujourd'hui, je suis allée vers des personnes, quelque chose d'inhabituel. Et puis, je suis allée, par exemple, chacun a fait son petit chemin, mais ça a été l'écoute de l'autre, rendre un petit service de manière neutre, en trouvant ni quelque chose d'anxieux, ni de trop en confiance, pour que moi-même, petit à petit, je me fasse du bien et que je participe peut-être par le retour à un équilibre intérieur, en me disant peut-être que du coup, l'extérieur ou la manière dont je vis cet extérieur en ce moment me permet peut-être, en changeant les choses à l'intérieur de moi, de voir le regard autrement et de déconnecter les choses pour retrouver mon centre, mon identité. Ça n'est pas peut-être. Dans tout ce que vous dites, la seule formule qu'il faut enlever, c'est peut-être. À partir du moment où vous vous remettez dans une interaction qui est une interaction non anxiogène et non pathogène dans le rapport aux autres, vous allez déjà reconstruire un mode de réflexe qui a été mis à mal par des champs informationnels ou environnementaux qui vous ont déséquilibré. Donc ça, c'est une bonne façon de répondre. Le premier des petits trucs même que tout le monde peut utiliser lorsqu'il est confronté à une peur ou une anxiété ou une angoisse qui vient, c'est de se servir de la respiration. Parce que la respiration, c'est la fonction physiologique qui est à la fois en lien avec le système nerveux volontaire et le système nerveux involontaire. Donc vous allez être capable, à travers des respirations que vous tranquillisez, vous calmez, ça va avoir deux actions fondamentales. La première, c'est que ça va faire baisser le rythme cardiaque. À partir de ce moment-là, le champ calorique et excitatif de l'émotion va un petit peu se tempérer et se calmer. Et la deuxième des actions de cette respiration profonde, c'est qu'elle va pas calmer aussi le neurovégétatif. À partir du moment où ces deux champs-là vont être calmés, de la raison va pouvoir retrouver sa place. C'est-à-dire que l'écume de l'émotion va petit à petit libérer un champ d'espace où, à nouveau, on va pouvoir rentrer dans une rationalité. Bien sûr, s'il y a de l'orage, il peut y avoir de la foudre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va me tomber dessus. C'est ça. Alors moi, j'ai une petite question. Alors, j'ai pas tout à fait identifié, mais quand les choses se retrouvent à l'équilibre, comment garder ou maintenir ce qui peut nous avoir bousculé un temps, s'il y a quelque chose qui nous insécurise et qui va peut-être faire émerger une mémoire ancienne qu'on n'a peut-être pas vue. Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut rebasculer par étonnement dans ce système comme ça où on se met à mal? C'est intéressant parce que vous réutilisez beaucoup le terme peut-être. Et votre question montre qu'il y a encore un peu d'anxiété, parce que sinon vous ne poseriez pas la question qui pourrait à nouveau se produire un déséquilibre, voyez. Et c'est là où il faut vous faire confiance peut-être. Mais alors, je laisse Michel vous répondre. Parce qu'il y a une partie de la réponse qui était dans ce que vous disiez, etc. Peut-être que nous sommes dans tel ou tel état parce que le vécu que nous avons en ce moment rentre en résonance, fait ce qu'on appelle un effet de raquette avec des mémoires anciennes plus ou moins conscientes. Et que c'est peut-être ça qui nous rend un peu plus sensibles à la chose. Mais il faut savoir que le passé, il est passé. Il n'est plus aujourd'hui. Le passé, il est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et que son importance va dépendre. Ce que nous sommes aujourd'hui fait notre futur. Voilà. Et que par conséquent, c'est dans l'instant présent qu'il est important d'agir et de réagir. Et donc, il y a un dialogue à réinstaurer avec soi. Si on a une espèce de petite voix, ce que j'appelle, moi, la petite voix salope qui émerge des profondeurs et qui vient nous dire à l'intérieur, mais si tu sais bien que tu vas pas y arriver, que t'es pas à la hauteur, que t'es pas capable, que tu ne sais pas, etc., etc. Petite voix que nous connaissons tous. Il suffit juste, non pas d'essayer de la mettre sous une chape de plomb pour la faire taire, elle reviendra toujours, mais juste de dialoguer avec en disant, mais oui, mais toi, je te connais, j'ai déjà donné là-dessus. Réinstaurer un dialogue en disant, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Comme si on dialoguait avec quelqu'un de pessimiste qui ne va pas bien. Qu'est-ce que vous êtes capable de dire ou de faire quand vous avez une copine dépressive qui vous téléphone? Vous allez trouver tous les arguments pour lui remonter le moral. Donc il faut faire ça avec soi-même. La deuxième des choses, et la question qu'il faut se poser après, c'est de se dire, bon, mais moi finalement, à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'intéresse? De quoi est-ce que j'ai envie? D'aller bien, voilà ce qu'il faut se dire. Merci beaucoup Élise, en tout cas, merci vraiment. On va se quitter un court instant, on va revenir avec le Love Conseil. Quels sont les 5 types d'engagement et de besoins? Ça me paraît un Love Conseil tout à fait intéressant. Et puis Charlotte aussi, qui est assez angoissée par la situation actuelle, elle nous raconte ça dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Radio, le Love Conseil.
Michel Odoul, on va parler des 5 types d'engagement et de besoins. On a 5 besoins essentiels. Alors vous les mettez peut-être pas avec ces mots-là, hein, mais je pense que vous serez certainement d'accord et peut-être que vous pourrez nous donner d'autres mots. Bon, on a des besoins physiques, éducatifs, relationnels, affectifs et narcissiques. Et c'est toujours intéressant de voir ceux qui sont respectés dans une relation et voir ceux qui laissent peut-être un peu à désirer et faire donc le point. Et voir, par exemple, dans une relation, peut-être que notre partenaire ne peut pas satisfaire ce besoin, mais on peut le satisfaire avec des amis, dans le travail, etc. Et à ce moment-là, tout va bien. Quoi qu'il en soit, il faut toujours trouver une solution parce que nos 5 besoins essentiels ont besoin d'être justement satisfaits. Et si aucun besoin n'est satisfait avec votre partenaire, il est peut-être temps de se poser la question. Alors, l'engagement physique, c'est à la fois de se sentir câliné, enfin de se faire câliner, c'est-à-dire d'avoir un peu de contact tendre. Hein. Je parle pas forcément tout de suite de sexualité. Voyons les choses en le grand, mais c'est aussi se sentir protégé. C'est-à-dire que quand on est avec un partenaire, il faut avoir le sentiment d'être protégé. Être en sécurité dans la relation. Oui. On est d'accord, hein, vous êtes d'accord là-dessus. Ensuite, l'engagement éducatif, eh bien, c'est l'autre qui nous aide à nous réaliser tout en nous laissant libre de choisir notre voie. Ça, c'est aussi important. On peut pas être avec quelqu'un qui nous impose ce qu'on devrait être ou de ce qu'on devrait faire. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? L'engagement relationnel, c'est se sentir écouté et de préférence compris. Hein. Ce qui est déjà plus complexe, déjà. C'est déjà un peu plus compliqué. Oui. Ouais, c'est déjà plus compliqué. L'engagement affectif, c'est évidemment se sentir aimé, même si on n'est pas parfait, même si on a peut-être parfois fait une bêtise, on a renversé sa tasse de café. La sauce soja. Par exemple. Et le dernier engagement, qui inclut le respect, c'est se sentir considéré, voire un petit peu admiré, parce qu'on a besoin de réassurance narcissique, voilà. Vous êtes assez d'accord avec ça? Oui, ça rentre en résonance, c'est-à-dire que ces 5 besoins sont ceux qui existent dans le champ relationnel à l'autre, et c'est dans ce cadre-là que vous les avez présentés. En médecine traditionnelle chinoise, sur ce que sont les besoins fondamentaux d'un être humain, on retrouve ces 5 besoins. J'imagine, hein, oui. Déclinés autrement, il y a le besoin de reconnaissance, le besoin d'amour, le besoin de sécurité, le besoin de respect, le besoin de racine. On a besoin de savoir d'où l'on vient, on a besoin que notre champ territorial et référentiel soit respecté, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. On a besoin de sécurité, c'est-à-dire de se sentir dans un environnement dans lequel, sur le plan de la densité et de la matière, on est respecté. Le besoin d'amour, évidemment, et pas l'amour... simplement l'amour corporel ou sexuel, ou etc. L'amour dans son sens inconditionnel, bien entendu. Et le besoin de reconnaissance, c'est-à-dire sentir dans le regard de l'autre la valeur qu'est la nôtre. Et donc, effectivement... La particularité, c'est qu'un besoin qui n'est pas rempli, eh bien, il a en réponse une sensation, un vécu de manque. Le vécu de manque, il entraîne lui-même une recherche absolue qui est la recherche de compensation. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à déraper. Et que par conséquent, une relation est une relation qui va tenir et va durer longtemps si, aussi loin que possible, autant que faire se peut, ces besoins sont des besoins qui sont remplis. Ce qu'il faut en revanche bien intégrer, parce que nous sommes malheureusement trop souvent dans l'attente que l'autre, de par lui-même, soit capable de remplir ses besoins. Il faut que nous intégrions que parfois il ne peut pas les percevoir parce que peut-être qu'il rentre en résonance avec les siens propres. Et qu'à partir de ce moment-là, notre premier devoir, c'est d'en parler, de les exprimer, de préciser quels sont les besoins et les attentes qui sont les nôtres, et d'entendre et d'accepter d'entendre la manière dont l'autre est capable de nous les donner. Donc c'est tout un travail permanent. Voilà, et c'est pour ça qu'encore une fois, il est important déjà de se faire son petit bilan personnel et ensuite de communiquer avec l'autre, évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez toujours écouter en podcast ces Sexo, ces Love Conseils si vous avez envie de mieux les comprendre, parce que c'est toujours vraiment beaucoup de pistes qu'on vous donne pour aller mieux. Et puis on va jouer, alors vous êtes quand même gâtés aujourd'hui, des ballotins de chocolat, Jeff de Bruges, et puis ensuite un pack sensuel de petits jeux coquins, Passage du désir. Alors celui-là, pour le gagner, il va quand même falloir faire un petit effort, puisqu'il va falloir aller vous inscrire par SMS. Mais en tout cas, dans ce pack de jeux de la marque Passage du désir, il y a un jeu, il y a une huile de massage et une plume de massage. Si vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS. Bonjour Charlotte. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour.
Donc vous aussi, vous êtes assez angoissé par la situation actuelle, mais particulièrement pour vos enfants, je crois, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça m'angoisse. C'est surtout ça, c'est surtout quand je pense à mes enfants. Pour moi, c'est plus une inquiétude personnelle, c'est vraiment une projection vers l'avenir qui me rend très stressée. Je me demande dans quel monde ils vont grandir, ce qui va les attendre, entre les tensions internationales, les enjeux climatiques et les évolutions sociales rapides, ça me fait peur. Mais au-delà de ça, je me pose aussi des questions sur leur santé. Alors pas seulement physique, mais surtout mentale, avec tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. L'accès constant aux informations, aux images, aux réseaux, aux infos permanentes sur la télé. Je me demande quel impact ça peut avoir sur eux en grandissant. Et est-ce que ça ne risque pas de les rendre plus anxieux et plus inquiets face au monde ? Alors, Charlotte, votre angoisse, ce que vous dites, je pense que beaucoup de parents la partagent. Et je pense que c'est comme ça depuis toujours. Et c'est presque, je dirais, normal, en tant que parents, d'avoir envie que nos enfants vivent mieux que nous. Hein, Tout à fait. Et c'est vrai que ça a été le cas dans les années 60, où il y avait une sensation que ça allait aller de mieux en mieux. Mais si vous auriez été maman en 1920 et mis au monde un enfant en 1920... il n'aurait pas été très heureux en 1940 quand il aurait eu 20 ans, vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important, à un moment donné, de relativiser. Mais je donne la parole à Michel Odoul, qui a certainement des choses intéressantes à vous dire. Oui, je vais totalement embrayer sur ce que vous venez de dire, Brigitte. Est-ce que vous croyez que les parents qui avaient des enfants à l'époque de la boucherie de 14-18 avaient une vision du monde qui était non anxiogène et sur lesquels ils n'avaient pas à s'interroger sur ce qu'allait être l'avenir de leurs enfants? Or, ces enfants-là, ça a été vos parents à vous. Et puis qu'ensuite, ceux qui ont vécu la solution finale de 39-45, est-ce que vous croyez qu'ils étaient dans un monde qui était réjouissant? Et que ceux qui ont vécu au Moyen-Âge, à l'époque de la peste de la peste noire, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jung appelait ça la part d'ombre, que dans ce qui est l'humanité, il y a toujours des zones dans lesquelles il y a du risque, de la douleur, de la souffrance, de la violence, etc., etc. La différence peut-être qu'il y a avec nos époques d'aujourd'hui, c'est les caisses de résonance qui sont données par certaines formes de médias ou par certains modes informationnels que nous avons comme les réseaux sociaux. C'est ça. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose qui était particulièrement intéressante, c'est que la peur avait un effet très simple et très basique qui faisait qu'on pouvait plus facilement soumettre les gens. Et que donc, partant de là, c'est un vecteur qui est extrêmement utilisé, quels que soient les gens qui les utilisent. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas une seule strate de la société qui ne s'appuie pas sur ce constat-là. Non, moi, ce dont vos enfants ont besoin, c'est pas que vous leur disiez que le monde est dangereux, que ça fait peur, ils ont juste besoin que les référents qui sont proches d'eux, envers qui ils ont une certaine confiance inconditionnelle, leur montrent une tranquillité et une capacité à porter un regard vers le haut, plutôt que de se laisser hypnotiser et aspirer par ce qui nous est proposé, malheureusement, à longueur de temps sur les médias, etc. Ça implique quoi? Ça implique la responsabilité parentale qui est laquelle? 1, même si je suis anxieuse et angoissée par rapport au futur à l'avenir, je dois éviter autant que possible de le montrer ou de le transmettre. 2, je ne dois pas faire grandir mes enfants dans un monde de bisounours, mais je dois juste leur apprendre à se positionner le plus rationnellement possible face à ce monde. 3, je dois leur montrer toutes les directions et tous les gens qui sont ceux qui, à l'inverse de ceux qui se larmoient et se complaisent dans l'observation de ce monde en le rendant respectable de notre propre souffrance, je dois leur montrer plutôt des gens qui prennent des choses en main et qui changent la vie et qui changent leur vie. Vous n'imaginez pas, je pense que vous les voyez, le nombre de jeunes qui créent des choses, qui créent des métiers, qui créent et qui vont vers le haut et vont vers le beau. Et c'est cette direction-là qu'il faut leur montrer. Et puis après, faites-leur confiance, ils feront leur chemin. Parce que je pense que vous... allez-y, Charlotte. Pardon, non, c'est que, en fait, mon fils, il a 16 ans. Aujourd'hui, je persiste et signe, donc il n'a toujours pas de réseaux sociaux. Mais je sens bien qu'il y a une fracture du coup. Donc du coup, il n'a pas les réseaux sociaux pour pas qu'il n'ait accès à de la désinformation et
une trop grande aspiration vers le bas. Mais peut-être que vous pouvez lui donner les réseaux sociaux tout en lui expliquant. Mais bien sûr. Parce que l'interdit, on n'est pas forcément la meilleure solution non plus. On le sait très bien, quand on interdit l'alcool aux États-Unis, ça a donné une période pas terrible sur le plan sociétal. Relisez L'école des femmes de Molière. Vous voyez, c'est juste leur faire confiance, Charlotte. Parce que vous avez l'air de... Enfin, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, j'ai pas peur pour moi. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous n'êtes pas une mère dépressive, hyper anxieuse. Vous êtes donc une mère qui tient la route. Oui, j'arrive à relativiser, moi. J'arrive à me dire que... Eh ben, faites-vous confiance et faites-leur confiance. Il a 16 ans. Il est quand même capable d'entendre un certain nombre de choses. Ce dont il a besoin, c'est qu'en face d'une information ou une fake news des réseaux sociaux, vous en parliez avec lui, juste que vous lui mettiez quelque chose en face. Il n'y a pas que les fake news qui me font peur sur les réseaux. Je trouve que les gens sont méchants, vraiment. Sur les réseaux sociaux, je trouve que pas que. Il y a beaucoup de négativité quand même sur ces réseaux sociaux. Mais bien sûr qu'elle existe, cette négativité. Vous ne pourrez pas empêcher la négativité d'exister dans le monde de la même manière que la nuit existe en face du jour. Non, je suis d'accord avec vous. Hier soir, j'en ai parlé avec mon mari. On parlait de Céline Dion. J'ai dit quand même Céline Dion. Après, ça reste un sujet qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais j'ai regardé un réseau... Enfin, j'étais sur Facebook, puisque je fais partie des vieux. Oui, elle s'est fait lyncher sur cette... Enfin, je me dis que les gens sont pas gentils. Même avec des gens parce que c'est ceux-là que vous écoutez. Non, mais je pense que là où vous avez raison, Charlotte, c'est qu'actuellement, comme il y a beaucoup de gens qui vont mal, ils déchargent leur mal par la méchanceté sur les réseaux sociaux. Et moi, ils me font pitié, en fait. Mais, totalement. Donc, voilà. Mais à partir du moment où vous vous dites c'est des pauvres gens, ça y est, vous avez désamorcé le mal qu'ils pourraient vous faire. Vous comprenez ? Je voudrais pas que mon fils soit meurtri. Mais vous avez raison. Expliquez-lui les choses comme ça, peut l'entendre, je vous assure. Je vais juste vous raconter une histoire, c'est celle de Ulysse. Vous connaissez l'histoire de pas Ulysse, Achille. Sa mère, elle avait tellement besoin de le protéger qu'elle avait appris qu'il y avait une rivière. Quand on trempait la personne dedans, elle devenait invincible. Donc elle a pris son fils, elle l'a tenu par les 2 tendons, derrière, à l'arrière des pieds, elle l'a trempé dans la rivière pour qu'il soit invincible. Comme le petit garçon se sentait invincible, il est allé affronter le monde, il a pris tous les risques, et c'est comme ça qu'il s'est fait tuer, parce qu'une flèche empoisonnée l'a blessé au niveau du tendon. C'est pour ça qu'on appelle cette zone le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille. Donc faites attention, ce qui veut protéger parfois, et ce qui peut mettre en péril votre fils, vous ne pourrez pas l'empêcher de voir le monde et de le rencontrer par le biais qui est celui par lequel il va vouloir l'interpréter. Si vous lui avez empêché le biais de la reconnaissance de ce que peut être la part d'ombre, et donc, là, entre guillemets, la méchanceté des humains, eh bien entendu que c'est là-dedans qu'il va se faire piéger. Mettez-lui simplement une réponse en face. Céline Dion, je ne sais pas si c'est la bonne référence pour lui. Elle n'appartient pas à sa génération. Non, c'était un fait sur... ça me concerne. Oui, bien sûr, mais voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez... il suffit sur le net que vous ayez 400 ou 500 personnes qui n'aiment pas Céline Dion parce qu'elle leur envoie quelque chose qui ne leur plaît pas. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qui achètent des disques à Céline Dion. Par conséquent, ne vous faites pas contrebalancer par les quelques-uns qui, par contre, que vous montriez à votre fils en disant, tu vois, regarde cette femme-là, elle a fait du mal à qui ou à personne. Et puis c'est extraordinaire, elle a été malade, elle revient sur scène, etc. Quand toi tu seras droit, tu as des gens qui te critiqueront, ça n'a aucune importance. Exactement. Moi je vous conseille 2 choses, Charlotte. D'abord, revoyez ce magnifique film La vie est belle. Oui. Qui est quand même un film extraordinaire. Dans un camp de concentration, ce père qui montre à son fils à quel point la vie est belle. C'est, à mon avis, on ne peut pas faire mieux. Et puis, lisez le dernier livre de Michel Odoul, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir. Et quand vous verrez l'importance de la conscience et de la direction dans laquelle on met le regard. Parce qu'il n'est absolument pas question de nier le fait que notre monde ait des pendants et des côtés qui soient particulièrement désagréables, inconfortables, négatifs, méchants ou violents. Mais il faut bien comprendre que ça n'est pas la majorité du monde. Exactement. Michel Odoul, on fait une petite pause. Merci Charlotte en tout cas. Et on donne la parole à Camille dans un instant qui a des troubles du sommeil. Et c'est en effet un des inconvénients de notre monde actuel. Oui.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Michel Odoul et je rappelle ce livre qui vient de sortir, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, aux éditions Albin Michel. Et je reprends souvent votre formule dans ce livre que je trouve très très juste. Un médecin peut soigner, seul le patient peut se guérir. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. Oui, parce que la clé et la source de la guérison, c'est les ressources qui sont au plus profond de nous-mêmes. Il n'y a pas de recette type pour ça, mais il y a quelque chose à aller recontacter, en tout cas, oui. Camille, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Donc, vous avez du mal à dormir actuellement ? Oui, en fait, ça fait déjà un petit moment que j'ai des difficultés à m'endormir et je me pose la question de savoir si ça peut pas être lié à toutes les surexpositions qu'on a actuellement avec les informations et qui font que on est dans un monde qui est anxiogène. Vous êtes obligé de regarder tout le temps ? Alors, en fait, on est sursollicité, c'est-à-dire qu'on a l'information qui nous arrive directement, sans même qu'on aille forcément la chercher. Donc, Par exemple par exemple, sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous les regardez ? Pourquoi je les regarde ? Parce que des fois, on est en train de regarder un article ou quelque chose, et puis d'un seul coup, ça vient se greffer, et puis en fait, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose de grave. Non mais Camille, on n'est pas obligé de regarder tout le temps son smartphone. Vous pourriez aller vous promener, vous pourriez aller au cinéma, vous pourriez regarder un documentaire sur Arte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous êtes scotché sur votre smartphone, et là, en effet, vous avez raison, c'est fait pour qu'on devienne totalement addict de tout. On est profondément dans le système qui était les systèmes qui avaient commencé il y a plusieurs décennies, voire quasiment un siècle, avec ce qu'on appelait la réclame d'abord, puis qui ensuite est devenu ce qu'on appelle la publicité, etc. C'est-à-dire le fait de mettre certains arguments en avant qui vont entraîner un besoin absolu de pouvoir voir, comprendre ou consommer la suite. Et c'est exactement sur ce schéma-là que sont construits les modes informationnels d'aujourd'hui. Même quand vous regardez par exemple les télévisions en boucle, non seulement vous avez les images qui vous montrent quelque chose, vous avez les sons qui peuvent dire quelque chose de différent, et en bas vous avez des bandeaux qui défilent qui vous amènent encore une troisième chose. Oui. La masse simultanée d'informations, pas toujours les mêmes, parfois différentes, fait que vous n'avez petit à petit plus le recul pour faire une analyse, ne serait-ce qu'un tant soit peu rationnel, de tout ce qui vous a envoyé comme information. Et à ce moment-là, ça ouvre une porte, qui est la porte de l'insécurité la plus totale, et qui est celle qui conduit après à ces vécus, à ces sentiments de panique. Donc, à nouveau, sachez que l'accès aux réseaux sociaux, l'ouverture des téléviseurs, et etc., pour ce qui est de la question informationnelle, eh bien, c'est un choix. Et que ce choix, eh bien, il vous appartient à vous d'en prendre la décision et même d'apprendre à faire évoluer le réflexe de ce choix, c'est-à-dire de faire un choix qui, sur le plan informationnel, va vous permettre d'aller vers les outils informationnels qui ont eu un peu le temps du recul et qui va être plutôt la presse écrite que, par exemple, ces schémas d'information de l'immédiateté qui, 9 fois sur 10 d'ailleurs, n'ont pris aucun recul sur l'information de départ. Ce qui fait que de temps en temps, vous vous rendez compte même que même des très grands médias disent « Ah ben attendez, non, c'était une erreur, c'était une fake news, on n'avait pas eu le temps d'eux, etc. etc. » Que la deuxième des choses, c'est que quand vous avez des informations qui vous arrivent par un média écrit, la lecture, la nécessité à la lecture vous oblige à passer non pas par le cerveau émotionnel limbique, mais par le cerveau cortical. Ça désémotionnalise en grande partie l'information, même si celle-ci est négative, parce que ce temps de la lecture et de l'assimilation des données, eh bien, vous permet d'y trouver une place pour vous, à votre propre interprétation. Et donc, c'est un réflexe qui s'éduque, parce que vous ne pourrez pas empêcher le monde de vous déverser en permanence de la noirceur ou des choses qui ne vont pas. Mais que cette reprise en main, qu'est-ce qu'elle fait, cette reprise en main ? Elle vous remet au centre des champs informationnels. Et là, on va aller à la rencontre de ce que Brigitte évoquait au début de l'émission, à savoir qu'il y a sans doute un lien avec le corps et notamment notre système immunitaire,
Parce que si nous sommes capables de revenir à quelque chose qui est l'ancrage en fait de notre immunité, qui est la conscience du soi et du non-soi, si on est capable de revenir à ça, on est capable d'avoir le recul. On n'est plus interagi par l'extérieur, on devient la personne qui devient la référence de l'analyse de l'information. Et c'est un travail permanent qu'on a besoin de faire chaque jour. Alors, c'est compliqué parce que, évidemment, c'est tentant d'aller scroller sur son smartphone. Mais ça devient une sorte de compagnon de vie, si je puis dire. Mais, oui, vous voyez, oui. Et d'ailleurs, j'ai désactivé, vous savez, les notifications des sites d'information, parce que c'était un petit peu ça aussi, de peur de passer à côté d'une information. Je laissais ces éléments venir à moi. Alors, donc j'avais des notifications. Soyez tranquille, vous ne pourrez pas passer à côté d'une information importante. Eh oui. Vous aurez forcément quelqu'un, un de vos proches, imaginons, je ne sais pas quoi, que demain, il y a, je vais pas dire une catastrophe trop grande parce que ça va faire peur à tout le monde, mais je ne sais pas, moi, qu'il y a la mort de quelqu'un de très connu, et alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Il y aura forcément dans votre entourage quelqu'un qui vous en parlera. Elle est présente partout, en plus, l'information. Vous voyez ? C'est... Oui. Essayez déjà de vous obliger pendant une journée de ne pas écouter les informations. Et faites-vous la réflexion le lendemain matin. Est-ce que ça m'a manqué de ne pas savoir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a dit, parce qu'en plus c'est toujours des informations immédiates et on a rarement... Regardez ce qui est en train de se passer de par le monde. Un certain nombre de pays ont déjà commencé à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 14 ans, ou aux moins de 16 ans, etc., etc. C'est dommage qu'il faille que ce soit les instances politiques et sociétales qui soient obligées de faire ça. C'est aussi une des responsabilités de la sphère familiale et parentale. Et que les parents d'abord eux-mêmes décident que, par exemple, ils s'accordent chaque jour une demi-heure de tablette ou de chaîne d'information, mais pas au-delà. Et que si sur 24 heures de vie, vous avez 23h30 qui ne sont pas connectés avec ça, eh bien peut-être que quelque chose va pouvoir se tranquilliser et se pacifier, parce que c'est là qu'est la clé de votre rapport au sommeil et de la difficulté à rentrer dedans, parce que la difficulté à rentrer dans le sommeil, je l'expliquais tout à l'heure, c'est accepter de lâcher prise. C'est accepter qu'il puisse y avoir un certain nombre d'heures de notre journée nocturne, c'est-à-dire nos 24 heures, nous échappent, du moins en apparence. Parce que pendant la phase nocturne, il se passe d'autres choses. Sauf que si nous avons du mal à rentrer dans le sommeil et que nous raccourcissons cette phase, il y a beaucoup de reparamétrage, de tranquillisation, d'évacuation de stress et de tension qui ne vont pas pouvoir se faire. Oui, donc en fait, il faut que je sois plus ancrée dans l'ici et maintenant. Il faut que vous vous accordiez des moments à vous qui soient dans le ressenti de vos 5 sens, en fait. Oui. Voyez, que vous puissiez réellement profiter de petits plaisirs des sens et pas vous remplir votre vide, si je puis dire, par des tas de choses qui n'ont aucune espèce d'importance au fond. Y a-t-il des choses belles dans votre vie ? Ah oui. Eh bien, mettez ces choses-là dans l'heure qui précède le coucher. D'accord. Vous nourrissez l'heure qui précède le moment où vous allez rentrer dans le sommeil avec ces choses belles que vous aimez et que vous appréciez. Absolument. Oui. Et je vais faire ça. Merci beaucoup. Et vous ferez de beaux rêves. Merci Camille, merci beaucoup. Alors, j'ai trouvé une petite phrase qui est pas très drôle pour les hommes et qui peut-être qui fera rire, si je pense, les femmes. Pourquoi les femmes ne veulent plus se marier ? Vous avez le temps de trouver une petite réponse drôle, mais la mienne est assez salée, si je puis dire. Allez, on fait une petite pause, on continue évidemment après les infos, et bien sûr on a beaucoup d'appels parce que beaucoup de gens se sentent envahis par les mauvaises nouvelles qui nous entourent. Gazitlae Sud Radio. Michel Odoul est avec nous aujourd'hui. Alors, on parle peut-être moins des maladies aujourd'hui, mais parce que dans votre livre, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, aux éditions Albin Michel, vous évoquez tout ce que le monde extérieur peut avoir comme influence sur notre système de santé personnel. Et donc, c'est important de revenir à soi et de ne pas se laisser envahir. C'est même, je crois, la clé fondamentale. J'y évoque quelle peut être
peut-être la piste qui peut être intéressante pour comprendre la capacité de guérison qui existe au plus profond de nous avec ce que j'appelle la paix intérieure. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir d'État en guerre s'il est en paix. Ça paraît d'une simplicité enfantine, mais s'il y a la paix à l'interne, eh bien, il y a de fortes chances pour que tous les éléments qui constituent l'interne, et donc notamment notre réalité physique, soient également en paix. Jung avait appelé ça la réconciliation des opposés quand il parlait de la construction de l'individu entre ses pans féminins, masculins, et etc. Mais que cette notion de pacification, elle est quelque chose qui est extrêmement important. Et j'évoque dans le livre, justement, la démonstration de cela à travers ce qu'on appelle les rémissions spontanées, c'est-à-dire ces guérisons surprenantes et inexpliquées qui peuvent arriver, voire même à travers les cas très particuliers qu'on appelle les EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, et de ces personnes qui ont été déclarées mortes et qui sont revenues, et qui, quand elles sont décédées, avaient une maladie gravissime qui était incurable, et quand elles sont revenues, étaient guéries. C'est-à-dire que quelque chose, sur le plan de la biomécanique, peut profondément changer, être bouleversé, et revenir vers cet état d'équilibre qu'on appelle l'homéostasie, parce que l'état d'être, et donc voir éventuellement l'âme, d'où le titre de ce livre, puisse avoir été à nouveau en état qui s'appelle la paix, c'est-à-dire l'homéostasie de la conscience et de l'esprit. Vous donnez beaucoup d'exemples concrets d'ailleurs dans ce livre, et vous commencez par montrer justement à quel point le monde ne comprend pas très bien, mais chacun peut comprendre comment aller mieux. Oui. Voilà. Vous allez donner la réponse à ma devinette, et puis ensuite on va écouter Émilie. Alors, pourquoi les femmes ne veulent plus se marier ? Vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas pris le temps. En fait, elles ont compris que pour les 60 grammes de saucisses, c'est pas la peine d'acheter tout le cochon. Je la trouve aussi mignonne. Elle n'est pas très gentille pour les hommes. Alors, je risquais pas de la trouver. Non, ça, je vous l'accorde. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Vous avez compris, vous aussi, hein ? Oui. Oui. Alors pour ma part, je me laisse facilement envahir par l'extérieur. Par exemple, quand je regarde les JT, après je me sens mal. Par conséquent, je vais arrêter de les regarder. Et après, je vais complètement arrêter de regarder la télé. Et à la place, je marche dans la nature. Et quand même, ça me fait beaucoup plus de bien. Et ce qui m'embête après, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens de parler de ce qui va mal. Et ça m'énerve. Et sur les réseaux sociaux aussi, forcément, quel que soit le compte qu'on regarde, il y a des gens qui vont parler de l'actualité. Et ça me casse les pieds. Et voilà, et il se trouve que je fais de l'hyperacousie et je me demandais si ça pouvait être lié. Et il faut savoir aussi que je travaille dans un environnement bruyant. Alors, je ne sais pas si c'est plutôt ça. Vu ce que vous venez de dire, c'est difficile de vous dire que ça n'est pas lié. Puisque vous dites que vous supportez plus d'entendre les gens parler de telle et telle façon et de vous présenter le monde de telle et telle façon. Or, quand on sait que l'hyperacousie et l'hypersensibilité au son, on voit bien qu'il y a une espèce de lien quasi trivial entre le symptôme et ce que vous évoquez. Sur le plan de la mécanique, on peut vous donner des explications très basiques et très simples. C'est que quand on est tendu par quelque chose qui se passe à l'extérieur, une des premières zones physiques qui se met en tension, c'est la nuque, et notamment l'arrière du crâne au niveau de la sortie des nerfs, ce qu'on appelle les nerfs faciaux, et notamment certains nerfs auditifs, et que ça peut éventuellement les comprimer. Et c'est ce qui peut générer deux choses, soit l'hyperacousie, c'est-à-dire une sensibilité beaucoup plus grande au son, soit au contraire quelque chose qui est la production de son par nous-mêmes, ce qu'on appelle les acouphènes. Et c'est quelque chose. J'en ai aussi. Oui, mais bien sûr, parce que c'est quelque chose qui est très très en lien et qui se développe aussi énormément. Et qu'une grande partie de ce qu'on appelle les acouphènes, qui sont des sons en dehors des acouphènes d'origine biomécanique, à savoir de l'hypertension au niveau des capillaires de l'oreille, par exemple, ou un post-traumatique, après par exemple un trauma crânien ou quelque chose comme ça, qui sont là des raisons biomécaniques, par exemple les acouphènes où les gens sentent la pulsation du cœur. Ça, c'est quelque chose qui peut se traiter médicalement parlant, le médecin va donner les prescriptions qui conviennent, etc. Mais ça ne représente à peu près que 5% de ce que sont les causes véritables des acouphènes. Et dans les 95% restants, eh bien, ce sont des sons qui ne sont pas provoqués par une réalité sonore extérieure. Alors, on a fait dire à ce moment-là aux gens, c'est dans votre tête. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est juste une interprétation au niveau cérébral de certaines compressions au niveau de nerfs. Et donc, allez consulter un praticien shiatsu, un ostéopathe qui va déjà vous détendre les structures au niveau des vertèbres cervicales, sera quelque chose qui vous sera d'une grande aide. Et ensuite, après, bien sûr,
le repositionnement et la distanciation par rapport à la manière avec laquelle je perçois ce que le monde extérieur m'envoie comme son et comme information. Et aujourd'hui, c'est vrai que bien entendu, si on baigne dans l'espèce de soupe ambiante, on est obligé d'être tendu, on est obligé d'être anxieux. Et que vous avez mis en place une stratégie réflexe qui est pertinente et efficace, puisque d'ailleurs en plus elle vous reconduit vers le silence, qui est celle effectivement de couper le lien à ces choses-là. Mais ce qu'il faut, c'est que vous alliez au bout de ça, c'est-à-dire que ce choix-là soit un choix qui soit fait non pas contre quelque chose, mais pour vous. Or, pour l'instant, il est encore un peu contre quelque chose, parce que quand d'autres ne le font pas, ce choix-là, ça vous insupporte. Et donc, il faut laisser ça. Laissez aux autres le droit d'aller à la rencontre de ça. Faites le choix, en revanche, complètement pour vous, en vous disant, mais à travers cette démarche qui est la mienne, ben finalement, c'est moi que je respecte et que je préserve, c'est moi que je mets au centre de la vie et du monde, c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de voir, de recevoir ou d'entendre, et que les autres fassent ce qui leur convient au moment où ils le font. Et puis, de toute façon, Émilie, quand on échange avec quelqu'un, si la personne va dans un sens qui ne nous convient pas tout à fait, on peut aussi l'emmener dans un autre sens. On n'est pas obligé de surenchérir. Vous voyez, c'est bien sûr que parfois les gens ont besoin de faire part de leurs angoisses, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce sens-là. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça fait plusieurs années que je lutte contre ça. Quand j'entends un discours négatif, j'essaie d'orienter la discussion vers quelque chose de positif. Et ça marche, mais voilà, ça fait plusieurs années que je fais ça et ça me fatigue. Ça vous fatigue parce que, à nouveau, c'est de la lutte. Oui, c'est de la lutte. C'est la lutte qui fatigue. Alors que plutôt que de vous opposer et d'essayer de vous opposer, c'est comme les personnes qui essayent de lutter contre le courant dans une rivière. Au lieu juste d'observer là où va le courant et donner le tout petit coup de pagaie qui fait qu'on évite le rocher. C'est-à-dire que vous êtes là dans une phase dans laquelle vous avez encore besoin d'aller un cran plus loin dans la démarche qui est la vôtre, qui est celle de l'acceptation totale du monde tel qu'il est. Je vais vous donner un exemple. Ça semble être des mots ou quelque chose de compliqué ou de difficile, mais il y a un moment donné, non. Il y a un moment donné, c'est une pure... comment on va dire ça ? C'est une pure logique de préservation de soi. Dans les grandes époques des épidémies, notamment dans l'époque de la peste noire, vous aviez des millions de personnes qui mouraient. Mais vous aviez aussi plein de gens qui restaient vivants au milieu de tous ces gens qui mouraient. Et vous savez quelle était la plus grande partie des gens qui restaient vivants ? 2 catégories d'individus, les soignants et les voleurs. C'était les 2 types de populations qui échappaient à l'épidémie, etc. Les soignants parce qu'ils avaient un sens, et les voleurs parce qu'ils étaient tellement autoréférencés sur leurs choses que la souffrance de l'extérieur ne les intéressait pas. Au contraire, ça leur facilitait le fait de faire leur métier de voleur. Et que par conséquent, nous avons juste besoin... On retrouve ça dans la mythologie, hein. Mercure, qui était le dieu des médecins, était aussi le dieu des voleurs, c'était le dieu des messagers, c'était etc., etc. C'est-à-dire que même les textes fondateurs de la manière avec laquelle on peut comprendre les arcanes de la psychologie d'un être humain nous montrent que si nous sommes présents à nous-mêmes et que soit nous avons un but ou un sens. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais juste dire, pour reprendre votre exemple de la peste noire, aujourd'hui, les gens qui vont bien, ce sont soit ceux qui profitent du malheur du monde, oui, et il y en a, ou bien alors ceux qui, en effet, essayent d'aider les gens à aller mieux, comme vous, Michel Odoul. C'est vrai, ces 2 catégories-là ne sont pas atteintes par l'anxiété ambiante. Non, parce que les 2 clés fondamentales du retour à soi, et du positionnement sur soi, c'est soit la certitude égotique, et ça fonctionne, parce que je vais vous dire, sinon tous les salopards seraient malades. Ben, absolument. Or, ils ne le sont pas la plupart du temps. Ils vont même parce souvent qu'il y a très des questions bien. qui ne se posent pas. J'ai jamais vu un pervers narcissique avoir un cancer. Hein. Voilà. Et sinon, l'autre catégorie, c'est ceux qui donnent un sens à leur vie. Exactement. Et vous, c'est dans cette idée-là qu'il faut que vous vous mettiez. Donc pas dans une idée messianique d'essayer de changer le monde, mais juste de reprendre le volant et les commandes de votre vie et de ne pas vous laisser... Et Émilie, pour revenir sur ce que vous dites, quand vous aurez une amie ou un ami qui vous parle de son anxiété, etc., écoutez-la ou écoutez-le avec bienveillance et en lui disant mais tu sais, ne t'inquiète pas, pour l'instant Poutine il s'intéresse pas du tout à la France et puis ce qui se passe en Iran pour l'instant ça ne nous concerne pas, et rassurez-la et vous verrez, ça vous fera du bien parce que vous aurez fait du bien.
D'accord. Et si vous arrêtez de lutter, c'est-à-dire que donc quand elle vous dit qu'elle vous parle de ses propres angoisses, etc., dites-lui bah oui, c'est sûr, t'as raison. Et puis Oui, ne non, vous mais c'est dites, vrai, ne t'as vous raison. dites pas intérieurement. Et là, il y a un moment elle donné, m'agace, elle va elle vous m'agace, demander, elle mais- m'agace. Mais il y a un moment donné, elle va s'arrêter, elle va vous demander, mais comment tu fais, toi? Et à partir de ce moment-là, elle va devenir une oreille qui sera une oreille attentive. Bon, d'accord, merci. Mais je vous en prie, Émilie. Merci à vous. On fait une petite pause. C'est Roland qui veut revenir depuis le Covid. Il a de la neuropathie et il nous en parle dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Michel Audoulet est avec nous. Je vous rappelle le titre de son dernier livre, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, aux éditions Albin Michel. Roland, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. D'abord, je tiens à remercier Brigitte parce que je vous adore. Je vous écoute depuis fort longtemps et je vous cite souvent dans mes discussions. Voyez, bon. Alors. Merci Roland. Voilà. Alors, je suis atteint d'une neuropathie qui s'est développée à peu près en 2021. Alors, j'ai cherché toutes les causes. J'écoute beaucoup l'émission avec Michel Audoulet. J'ai son livre sous les yeux. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Eh bien, je cherche toujours. Et puis, quand j'ai entendu votre sujet, là, bon, j'ai dit, est-ce que l'ambiance mondiale qui règne peut pas jouer sur ce... Peut-être que tu aurais pu développer cette maladie. Ben, voilà. Alors, j'en suis là. Si vous avez des questions à me poser, je suis... Voilà. Oui, vous parlez de neuropathie, mais neuropathie est un terme général et un terme vague, donc vous pouvez préciser exactement quel type ? Oui, c'est des neuropathies axonales des membres inférieurs, c'est-à-dire c'est les pieds qui me brûlent, ça va jusqu'aux genoux, c'est surtout là, voilà. Très bien. Vous avez fait des bilans rhumato, Oui. neurologiques, Tout à fait. on Oui, vous a fait oui. des électromyogrammes, enfin, etc. etc. Très oui, bien. Oui, je suis bien suivi là-dessus. Il y a des bilans particuliers qui ont été faits ou pas ? Oui. Alors, on a trouvé un manque de B12. Hein. D'accord. Je l'assimile mal, donc j'ai une injection tous les mois, mais je n'ai pas d'amélioration. Vous êtes végétarien, non ? Non, du tout, D'accord. du tout. Peut-être j'ai diminué un peu la viande, mais non, j'en mange quand même. Oui, Ouais. mais c'est pas obligatoirement la viande, mais c'est vrai que la vitamine B12 est à 95 voire 99% apportée par des protéines de nature animale. Donc ça peut être la viande, mais ça peut être les œufs, ça peut être le beurre, le fromage, ça peut être un certain nombre de choses au niveau alimentaire, ça peut être des poissons, etc. A priori, donc, ça vous est arrivé, ça, en 2020 ? Oui, voilà, je suis tombé veuf en 2018. Vous êtes fait mal ? Non, je suis tombé... Non, mais je me suis pas fait mal. je vous taquine sur le terme parce que je crois que la notion de chute, elle est déjà là. C'est intéressant ce que vous avez dit. Je suis tombé veuf. Vous voyez, c'est donc. Mais oui, vous savez, les jambes dans le corps, ce sont nos vecteurs de relation au monde. Oui. Voilà. Et donc, je pense que depuis cet événement qui peut être profondément marquant et impactant, vous avez du mal à vous positionner dans votre vie. C'est ce que vos pieds disent, c'est ces brûlures et ces tensions que vous ressentez au niveau des pieds. Et puis vous avez vécu derrière ça une époque qui a été une époque très particulière, qui a été effectivement celle de cette crise sanitaire, où la réponse qui a été faite à ce qui était en train de se passer, c'est la fermeture de tout, et l'isolement, et la distanciation de tout, et la coupure de la relation avec les autres. Et quand Or, vous sortiez d'un deuil. Moi, je trouve que c'est difficile parce qu'imaginez, vous auriez été encore avec votre épouse pendant le Covid, vous vous seriez senti moins isolé, vous comprenez ? Oui. Tandis que là, vous êtes veuf et tout de suite après, on vous enferme. Vous vous êtes senti, vous étiez enfermé, paralysé, À quoi ça sert de marcher si on est enfermé ? Oui.
Enfin, vous voyez, toute la symbolique qui tout d'un coup paraît assez évidente. Dernière chose qui est intéressante, c'est que la vitamine B12, un de ses rôles majeurs dans le corps, justement, c'est de participer à la constitution neuronale et au bon équilibre neurologique. Et que par conséquent, ce qui a été touché par ces vécus et par cette expérience et par ce traumatisme, ça a été la conscience même de vous-même, la raison d'être. De vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller? Quels peuvent être mes projets aujourd'hui? Puisque de toute façon, quel est le but que je vais avoir aujourd'hui? Vers quoi aurais-je envie d'aller? Sur quoi est-ce que je puis m'appuyer? Vous voyez toutes les questions plus ou moins conscientes qui peuvent être présentes là et qui font qu'à un moment donné, peut-être même que la station debout, l'appui vers le sol, devient quelque chose qui... À quoi bon? À quoi bon? Qui est douloureux, qui est difficile et qui ne fait que rappeler la perte de l'autre. Je pense qu'il est important, Roland, que vous puissiez retrouver quel chemin vous avez envie d'emprunter sur un plan du sens, voyez, pour peut-être vous aider à ce que on vous soigne, mais que vous puissiez guérir. Et puis dans la notion de la perte de l'autre, c'est la perte de la sensibilité, parce que comme j'ai très très mal, j'anesthésie la zone. Oui, j'y crois. J'ai déjà entendu vos émissions et j'y travaille. Alors, pour revenir sur le stress ambiant, je me protège, je me suis protégé depuis le Covid, essayer de rester au courant des choses, mais sans aller au-devant, au minimum. Vous voyez, je fais la télévision, je me tiens au courant, oui, mais dès que je peux me distraire par de la musique, par des choses positives, je le fais. Oui, mais Roland, je crois qu'il y a une chose importante qui me donne envie de dire là en vous écoutant. On peut être très intéressé par ce qui se passe dans le monde et avoir envie de le comprendre et avoir envie même d'avoir sa propre opinion. Ce n'est pas négatif, voyez. Oui. Donc il ne faut pas forcément se sentir obligé de s'éloigner de ce qui se dit, etc. C'est ce qui s'était passé. Il y a des gens qui parlent dans les médias et qui sont des gens très intéressants et qui sont, vous voyez, et c'est pas inintéressant de se poser des questions, essayer de réfléchir par soi-même de ce que ça peut signifier, ce qui est en train de se passer dans le monde, voyez. Mais ce qui est ennuyeux, c'est de tout gober, tout ce qui est dit, rabâché, etc., etc. C'est ça qu'il faut pas faire, voyez. Oui, ça je sais le faire. Bon, je sais le faire. D'ailleurs, j'ai un discours positif, même avec des gens de mon âge qui disent c'était mieux avant. Je dis oui, non, pas forcément, c'était pas mieux avant. Il y a du positif, donc je veux rester positif. Mais malgré ça, j'ai pas tout soigné, voyez. Bien sûr, parce que je crois qu'il faut absolument que vous vous donniez les moyens de faire, dans son sens étymologique et noble, de faire le deuil. C'est-à-dire pas d'oublier, mais de placer la mémoire, qui a été la mémoire de la séparation et de la douleur, à sa juste place. Ce travail-là, il peut se faire de différentes manières. Vous pouvez faire un travail symbolique par vous-même, qui est un travail qu'on évoque assez fréquemment, c'est que vous allez prendre une feuille de papier, vous allez écrire une lettre à votre épouse, et vous allez coucher sur le papier tout ce que vous avez vraiment sur le cœur et que vous avez envie de lui dire. Et vous allez instaurer un dialogue avec elle. C'est-à-dire que le lien apparent est peut-être rompu, mais le lien profond, lui, il ne l'est pas, et qu'il y a toujours des échanges et des partages qui peuvent se faire avec l'autre. On n'est jamais profondément seul ou isolé. On a de la distance qui a pu peut-être se mettre en place. Et puis sinon, au-delà de cela, bien évidemment que si ça ne suffit pas à vous permettre de réparer un petit peu les choses à l'extérieur, vous avez l'air d'être aussi quelqu'un qui a encore une capacité à être un être social qui partage. Et c'est justement en allant vers l'autre et en vous donnant un projet de re-rencontre avec l'autre que vous allez vous permettre d'avoir envie à nouveau de poser les pieds à plat sur terre et d'avancer vers demain. Oui, monsieur Odoul, j'ai fait tout pour rencontrer quelqu'un assez rapidement, mais j'ai culpabilisé. Ce quelqu'un ne me remplit pas entièrement satisfaction puisqu'elle est à 1h30 de chez moi. Oui. Et alors donc, est-ce que je suis bien sur mes deux pieds? Voilà. Mais vous culpabilisiez par rapport à votre épouse qui n'est plus là?
Oui, on a Allô perdu. Oui. Oui, Oui. Roland. Certainement. Oui, mais c'est ça qu'il faut. Oui. C'est pour ça que Michel Odoul a raison. Il faut que vous puissiez être en paix avec elle. Elle est partie, mais est-ce qu'elle a envie pour autant que vous restiez malheureux? Non, j'en ai la certitude. Bon. Bien sûr, mais à ce moment-là, faites confiance au texte de toutes les traditions. Dans les nôtres, il y en a un qui dit « à chaque jour suffit sa peine ». La question n'est pas d'être tenant d'un seul coup d'un côté, de tout bien et tout parfait, ou de l'autre tout mal ou pas bien. Vous savez, c'est exactement ce qu'on va pouvoir mettre en corrélation analogique avec le fait de marcher. C'est un pas après l'autre. Mm. Oui. Donc, je crois que vous avez besoin de réécouter tranquillement ce qu'on vous a dit, et puis de mettre les bonnes choses aux bons endroits, Roland. Oui. Et puis un petit peu à la fois, vous allez vous redresser, vous pourrez Et vous tenir pouvez debout. tout à fait, sinon, hein, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une relation thérapeutique avec qui que ce soit, ou etc. Mais essayez de trouver, il y a partout, dans tout le tissu sociétal français et dans le milieu urbain, des parloirs, des endroits où on peut partager ou échanger avec d'autres, des associations qui, parce qu'on va accompagner des gens en fin de vie, vont permettre certaines catharsis et de faire quelque chose qui va nous permettre de faire un deuil transposé. Vous avez un gros cœur, il serait dommage de ne pas le laisser s'exprimer, d'accord, hein? Je vais écrire comme Michel me le préconise. Oui, je vais faire quelque chose dans ce sens-là. Je sais que c'est important l'écriture. Voilà. Bon, eh ben, Je vous embrasse, Brigitte. Allez, prenez soin de vous. nous aussi on vous embrasse, Roland. On fait une petite pause, c'est Alice dans un instant qui va parler de sa santé et de monde anxiogène. 14h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Michel Odoul, on va parler de santé sexuelle. C'est une notion qui a été reconnue par l'OMS en 1998, je crois. Donc ça fait déjà presque 30 ans. En même temps, ils ont mis un peu de temps quand même. Oui, ils ont mis beaucoup de temps, mais enfin, c'est quand même pas mal, parce que Oui. la santé sexuelle... bon, mais de quoi on parle quand on parle de santé sexuelle? En fait, ça signifie qu'on reconnaît enfin que non seulement la sexualité est excellente pour notre santé, mais qu'en plus, ne pas avoir la sexualité dont on a besoin, c'est néfaste pour notre équilibre. La fameuse homéostatie, je n'arrive jamais à dire ce mot, il va falloir que je l'écrive et que je l'apprenne. Bref, donc il s'agit d'avoir des comportements sexuels en accord avec son éthique personnelle, ne pas être dans la honte, la culpabilité, le dégoût et tous ces facteurs psychologiques qui peuvent entraîner une sexualité qui serait disharmonique. Être en paix aussi vis-à-vis des troubles organiques, des maladies sexuelles. C'est vrai que toutes les IST, par exemple, peuvent avoir des répercussions psychiques sur notre santé. Bref, ça montre bien que c'est pas si facile d'être dans une bonne santé sexuelle sur le plan d'une société, évidemment. Mais ça, je crois que la France n'est pas en très bonne santé sexuelle, si on en croit les dernières enquêtes. Et puis ensuite, sur le plan individuel, c'est pas si simple non plus d'être dans la santé sexuelle. Mais c'est pourtant important, à un moment donné, de se faire un petit peu son bilan de santé sexuelle. Oui, mais je pense que dans cette santé sexuelle vient aussi de se rajouter l'attitude qui est la nôtre et le comportement. C'est-à-dire que ça n'est pas non plus un vecteur de toute puissance, de domination ou de soumission de l'autre. Et que malheureusement, aussi dans les déséquilibres qui peuvent exister sur ce plan-là, on trouve aussi la manière avec laquelle la sexualité nous sert d'outil compensatoire à un certain nombre de malaises et de mal-être qui sont à la base même Quand on est dans l'addiction sexuelle, on n'est pas en bonne santé sexuelle, évidemment. Et que la notion, à nouveau, on la retrouve là, c'est celle que j'évoque dans mon livre, c'est la notion d'équilibre et la notion de paix, la notion de justesse. Vous le disiez tout à l'heure en disant qu'il faut qu'elle soit en équilibre, en harmonie avec notre vision et notre perception du monde. Et bien évidemment qu'on n'est pas dans, malheureusement, ce que certaines visions de cette sexualité ont pu montrer à travers les performances ou les choses que l'on montrait comme étant des choses qu'il fallait atteindre, ce vers quoi il fallait être et ce qui devait faire rêver. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans la répression et on n'est pas dans l'hyper-expression ou l'exacerbation de cela. C'est aussi dans l'équilibre, comme tout ce qui est le positionnement que nous avons à nous-mêmes
Parce que ça commence déjà par le respect de nous-mêmes, et ensuite par le positionnement que nous avons bien sûr à l'autre, et donc par le respect que nous avons vis-à-vis de l'autre. Et oui, ni trop, ni pas assez. C'est pas si simple. Alice, bonjour. C'est vrai qu'on... Bonjour Brigitte. Bonjour Michel. C'est vrai qu'actuellement, on n'est pas dans le pays des merveilles. Hein. Donc, c'est difficile avec un prénom comme le vôtre. C'est ça. Oui, alors moi, je vous écoute depuis le début, bien sûr, et j'adore Michel Odoul. Merci. Dont j'ai le livre Dites-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Oui. Où je cherche beaucoup de réponses et notamment je cherche beaucoup de réponses depuis quelque temps à des problèmes de santé qui se succèdent depuis quelques années. Et jusqu'à présent, je m'étais arrêtée au fait que ces problèmes de santé étaient suite à des traumas depuis l'enfance et même plus tard. Mais quand j'ai entendu le sujet de l'émission et les premiers témoignages, je me suis dit que peut-être que l'environnement ambiant, effectivement, social, qui est plutôt délétère, avec des gens qui vont mal partout autour de nous. Alors j'écoute pas les infos, ou un minima, je suis pas du tout accro à ça. Mais c'est plus un ressenti général. Mais vous avez raison, hein. Les gens aujourd'hui sont peut-être un peu plus agressifs, sont un peu. C'est ça. Enfin, on le sent ce mal-être ambiant. Je me dis, je suis très très sensible et je pensais m'être détachée de tout ça, mais en fait, finalement, je me pose la question. Parce que depuis, je suis insomniaque, j'ai des problèmes d'endormissement, mais ça c'est depuis plus de 20 ans, et des douleurs chroniques, des discopathies, etc., des problèmes de dos depuis plus de 20 ans. Mais là, depuis 5 ans, j'ai des problèmes de thyroïde, de cholestérol, j'ai été plus ou moins en dépression avec traitement, une BPCO. Là, depuis 1 an, j'ai des vertiges avec des cristaux, des problèmes de cristaux. Là, on vient de me découvrir une tendinopathie avec des problèmes inflammatoires, une capsulite. Et je m'interroge sur pourquoi j'ai tout ça. Et je me dis, mais si c'était pas tout cet environnement qui inconsciemment En tout cas, moi, ce qui me vient comme ça, comme mot, puis évidemment Michel Odoul va vous répondre, c'est que votre sécurité intérieure est assez déficiente. Ah oui, mais ça, j'en ai conscience, oui. Oui. Et donc, forcément, tout est sujet à attraper le vertige, par exemple. Si on est bien aligné, en général, on est moins sujet au vertige. Mais si vous parlez de cristaux et de vertige, on vous a diagnostiqué les vertiges de Ménière, c'est ça? Ah oui. Et ça fait 1 an que je suis suivie par un kiné, justement, et qui me fait de la rééducation visuelle, puisque j'ai développé une dépendance visuelle, du coup. Mais qui vous a fait le diagnostic de Ménière? Un ORL. Donc on a constaté qu'effectivement, il y avait un assèchement de l'oreille interne et que vous aviez donc les cristaux qui étaient, entre guillemets, solidifiés, ou en tout cas qui ne bougeaient plus. Oui, mais sauf qu'il a fallu faire plusieurs manœuvres pour et encore j'en ai eu une la semaine dernière parce que pour les relibérer. Ils reviennent. Oui. Et oui. Oui, bon, ça c'est déjà très bien que vous ayez eu cette réponse-là, etc. L'ensemble des éléments que vous donnez, quelles que soient les pathologies que vous évoquez, et on voit bien à travers elles que vous êtes quelqu'un dont la sensibilité, entre guillemets, se retourne contre elle, parce que cette sensibilité et cette créativité qui est la vôtre, vous savez bien la retourner contre vous. Et oui. Et que, par conséquent, il va être temps de trouver la manière d'inverser les choses. Mais je manque que ça. J'avais l'impression de marcher sur la tête, Alice. Ça va être compliqué. Mais j'ai l'impression que ma tête le veut, mais que mon corps m'en empêche. Ben oui, parce que ce que veut votre tête, c'est pas ça. C'est pas bon. Voilà. D'abord, la première des choses, c'est que vous avez trouvé une responsabilité dans une causalité externe qui, entre guillemets, peut être intéressante parce qu'elle est quelque part déculpabilisante et déresponsabilisante. Il faut bien comprendre que la manière avec laquelle nous vivons le monde extérieur
contrairement à ce que vous disiez, n'est pas déconnecté de la manière dont nous avons grandi, dont nous avons rencontré des expériences de vie et dont nous avons été éduqués et construits. C'est ce qui s'appelle la construction des affects. Et que ces affects, qui sont les filtres et les grilles à travers lesquels nous percevons le monde, la manière avec laquelle nous interprétons ce monde, eh bien, ils dépendent bien sûr du parcours, du chemin qui est le nôtre et des choix que nous avons faits. Aujourd'hui, vous êtes confronté à quelque chose qui fait que le monde que vous percevez avec un petit peu plus d'acuité, parce que vous avez grandi, eh bien, c'est un monde qui vous semble injuste, inconfortable, violent, nerveux, etc. Ce qui est en partie vrai, en partie exact, mais à partir du moment où vous regardez la partie de ce monde qui est nerveuse. Si vous habitez au Bhoutan, vous n'aurez pas du tout l'impression que le monde est nerveux et anxieux, etc., etc. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui vivait en région parisienne, vous allez déjà avoir une moins grande perception et un moins grand vécu de la nervosité et de l'agressivité du monde. Mais ça, j'en ai conscience. Et que donc, par conséquent, le contexte n'est pas un fait causal ou un fait déclencheur. En revanche, c'est une sorte de mise en scène, c'est le décor de la scène de théâtre dans laquelle nous jouons le rôle qui est celui de notre vie. Et ça veut dire qu'il faut revenir à vous-même, parce que votre corps, il est en train de vous dire « Attends, mais là, arrête, ça va plus ». La capsulite, ça veut dire que bon, il y a des mouvements et des choses que je m'interdis. Les épaules, vous savez, ce sont les zones... c'est de l'épaule droite ou l'épaule gauche ? Droite. L'épaule droite. J'ai lu dans votre livre, oui. Donc, qui est en lien avec le féminin, ça veut donc dire que le positionnement qui est le vôtre par rapport au monde, en tant que femme ou en tant que mère, est quelque chose dans lequel cette vision que vous avez du monde qui est enflammée, donc qui est émotionnelle, et qui est dans l'émotion négative, donc particulièrement en colère, met à mal la vision et la perception que vous avez de vous en tant que femme et en tant que mère. Et ça s'inscrit à l'intérieur de quelque chose où vous avez déjà commencé à couper la relation à la capacité à entendre ce que ce monde est en train de vous dire, ce qui vous a généré des vertiges, c'est-à-dire qui vous a déstabilisé, qui vous a fait perdre cette notion qui est la notion qui se traduit par le vertige en creux, en inverse. C'est que le vertige, il apparaît quand j'ai la sensation que je ne maîtrise plus l'environnement ou les paramètres environnementaux qui sont les miens. Ouais. Et vous avez donc besoin de revenir à vous, vous avez besoin de vous repositionner sur les bons paramètres, de comprendre que... C'est ce que j'essaie de faire, mais j'arrive pas à trouver comment. Mais là aussi, comme je le disais tout à l'heure, à chaque jour suffit sa peine, il faut vous faire aider. Peut-être vous faire aider et puis revenir au corps et lâcher la tête. J'ai fait beaucoup de choses. Oui, mais lâcher la tête, revenez dans des ressentis qui vous font du bien. Moi, je peux vous donner une réponse parce que c'est le domaine et le monde que je connais, etc. C'est aller voir un praticien shiatsu, faites 3-4 séances parce que... Pardon ? J'y ai pensé. Voilà, vous allez voir, vous allez sur le site de mon institut, vous trouverez des gens que je référence qui seront capables de vous accompagner. Peut-être que ça, c'est ce qui va pouvoir vous aider. Mais vous avez aussi d'autres réponses et d'autres solutions. Est-ce que vous avez un sentiment ou quelque chose qui pourrait laisser penser que vous avez envie de vous exprimer de façon artistique, on va dire, à travers la peinture, le dessin ou les choses comme ça ? Alors, je ne suis pas du tout manuelle. Vous êtes très bien. Alors, il y a deux choses que vous allez pouvoir faire. Si vous voulez vraiment aller vers quelque chose qui va vous permettre de construire le monde comme vous pensez qu'il devrait être, c'est-à-dire donc d'être capable de le pétrir de la manière qui convient. Si je puis me permettre un conseil, allez dans un cours de poterie. Ah oui. Vous allez avoir à gérer entre vos mains une glaise qui est molle et qui vous échappe de partout. Et vous allez devoir apprendre à petit lui donner une forme, celle qui vous convient et celle qui vous plaît. C'est un travail qui est extrêmement à la fois bouleversant, impactant et en même temps très nourrissant parce qu'il est charnel. Si jamais ça ne vous répond pas, eh bien à ce moment-là, vous pourrez aller vers une deuxième piste que je donne souvent. Allez vous inscrire dans une chorale. Surtout si vous pensez que vous chantez faux. Désespérément. Pardon ? Je cherche désespérément, je n'en trouve pas. Vous ne trouvez pas de chorale ? De chez moi. Non, pas qui me plaise, parce que voilà, il faut aussi que ce soit quelque chose. Quel est le critère pour qu'il me plaise ? Il ne faut pas que ce soit du lyrique ou des choses un peu légères, sympathiques, on va dire. Des choses un peu légères et sympathiques. Oui, quelque chose voilà, pas du lyrique, pas du classique. Et pourquoi pas du lyrique et du classique ? Parce que c'est pas forcément ce qui me plaît, mais... Ah bon ? Je sais pas. Vous voudriez... Mais est-ce que vous savez que les meilleurs danseurs de danse moderne et etc. sont des gens qui sont passés par le classique ? Oui, je sais.
L'expression de soi, elle peut passer à un certain moment donné par le fait de rentrer dans une certaine grille de référence, même si c'est pas celle qui vous convient. Ouais. Et puis ensuite, vous pourrez aller vers ou essayer de, je sais pas, de trouver. Il n'y a pas quelque part. Vous habitez très loin en province ou pas? Oui, j'habite en Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne. Bon, il n'y a pas dans, je sais pas moi, Agen, Toulouse, etc. Vous habitez loin de Condom, Marcillac, dans le Gers, tout ça? Oui. J'habite tout près d'Agen, Villeneuve-sur-Lot. Plus près d'Agen, Villeneuve-sur-Lot, etc. Il n'y a pas de temps en temps des choses qui se font autour du Godspell ou des choses comme ça? Il y avait, mais il y a plus. Mais j'ai fait de la chorale pendant longtemps, mais ma prof a arrêté et depuis, j'arrive pas à retrouver l'équivalent, bien entendu. Bon, voilà. Écoutez, vous avez un outil qui s'appelle... Je me suis lancée dans le yoga, ça n'a rien à voir. Hein. Ah oui, mais, non, mais c'est pour vous faire un peu le tableau. Ouais. On m'a dit, et je voulais faire de l'exercice. Je me suis lancée dans le yoga. J'ai trouvé la prof qui me convient. J'ai trouvé vraiment l'activité qui me convient. Oui. Et bien voilà, je ne peux pas en faire parce que j'ai mon problème d'épaule et je suis empêchée. Très bien. Alors, vous laissez tomber le yoga et vous allez vers la poterie. Et vous allez faire quelque chose de magnifique. Même si ça ne vous plaît pas dans un premier temps. Faites de la poterie, faites cuire votre première poterie. La première poterie dont vous serez fier. Vous la sortez du four et vous la cassez. Et après, vous allez vous renseigner sur ce qui s'appelle le kintsugi, c'est-à-dire la manière de réparer une poterie cassée, et d'en faire quelque chose qui devient une œuvre d'art. Voilà l'ordonnance de Michel Odoul, Alice. Vous pourrez la réécouter en podcast si vous voulez. Et là, vous serez au pays des merveilles. Et vous serez au pays des merveilles. On fait une petite pause, on va conclure avec Christophe dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Je rappelle votre livre Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir aux éditions Albin Michel. N'hésitez pas, si vous voulez comprendre comment vous pouvez vous prendre en main, comment vous pouvez aller mieux dans ce monde un peu anxiogène. Vous aurez des réponses et des exemples très précis que donne Michel Odoul dans ce livre. Christophe, merci d'être avec nous et c'est avec vous qu'on va conclure. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors, oui, personnellement, je ne suis pas affecté par l'actualité parce que j'essaie de garder ma liberté de penser et mon libre arbitre avec beaucoup de discernement. Donc, pour ne pas être pollué, j'appuie pas sur les mauvais boutons, en fait. Donc, je ne regarde pas la télé et j'essaie de garder le cap vers où je veux aller, quoi. Donc, ma santé n'est pas impactée, sachant que quand même... En relativisant, nous sommes quand même, nous, les Français en paix, sur un territoire en paix, on n'a pas des bombes qui nous tombent à côté tous les jours, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, donc il faut pas en rajouter, quoi. C'est-à-dire que c'est bien mignon de regarder les médias qui sont, à mon sens, évidemment, propagandistes ou orientés, de manière à semer une certaine forme de terreur. Et forcément, la peur permet de mieux nous faire passer les choses. Donc, moi, je pense que la solution, c'est de garder son libre arbitre, sa liberté de penser, et surtout de ne pas regarder. Alors, il est vrai qu'on apprend dans les écoles de journalistes que la peur rend le téléspectateur plus accro. Il le zappera moins vite que quand on lui fait peur que quand on lui annonce une bonne nouvelle. Mais bon, cela étant dit, il me semble, Christophe, que vous êtes plutôt du genre à voir le verre à moitié plein. Ah oui. Et voilà. Tout au moins, je me forme à ça, quoi. J'essaie d'avoir ce discernement, quoi, parce que vous essayez ou vous y arrivez? Parce que déjà, quand ça fait 2 fois, 3 fois que vous me dites que j'essaye, donc c'est peut-être pas si simple que ça. C'est-à-dire que je veux garder quand même une forme de comment dire. Je ne détiens pas la vérité non plus, quoi. Hein, c'est ça que je veux dire. Non, j'y arrive, moi. Bon, après, j'ai des activités qui me permettent d'y arriver. Je suis musicien, je suis acteur clown, je suis dans l'art. Donc, j'ai des dérivatifs qui me permettent aussi de continuer à... Mais je ne me fais pas polluer par tout un tas de pseudo-journalistes qui, pour moi, aujourd'hui, sur les chaînes que l'on peut voir à la télévision, sont des influenceurs plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'il ne faut pas se laisser influencer et essayer d'avoir le discernement, de voir le vrai du faux. Bien sûr, mais vous savez, je crois qu'il faut en toute chose
essayer de rester dans la rationalité la plus grande et non pas et de voir le mal partout ailleurs et de catégoriser ainsi. Je crois que chacun, aussi loin qu'il peut, il fait ce qu'il a à faire dans la manière avec laquelle il sait le faire ou avec ce qu'il a appris. J'ai souvent une image que je donne dans mes formations, notamment pour les praticiens, pour expliquer aux patients qu'est-ce qui peut se passer, etc. Mais si vous êtes par exemple en train de traverser la jungle amazonienne et que vous vous hérissez et vous êtes perturbé par le fait qu'il y ait des moustiques, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la présence des moustiques dans la jungle, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je fais pour m'en protéger ou comment je réagis ? C'est-à-dire que la protection la meilleure, ça ne sera pas de m'opposer à la présence des moustiques, c'est de faire ce qui convient pour que je ne sois pas attrayant pour eux. Dans ce qui est le monde qui est le nôtre aujourd'hui, bien évidemment qu'il y a des gens qui sont des gens qui profitent et qui utilisent, ou etc. Mais le propre du monde, c'est qu'il est malheureusement porteur aussi d'une part d'obscurité qui a été présente dans toutes les époques ou dans toute la géographie du monde d'aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup des conflits qui nous touchent d'un peu plus près aujourd'hui, on parle beaucoup moins de ceux qui se passent dans certaines régions d'Afrique, qui se passent dans certains autres continents du monde, et que cette dimension qui est la dimension qui est vécue anxiogène, parce qu'elle commence à nous toucher, et puis que quelques petites informations arrivent comme ça, ou nous mettent en péril ou en danger, mais même sans aller vers ce caractère guerrier avec ce que sont effectivement les côtés toxiques des réseaux sociaux. Répondre à ça, ça n'est pas s'opposer à ça. Vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez pour vous opposer à une vague de moustiques. Si c'est quelque chose qui fonctionnait, on n'aurait pas de problème de moustiques. Or, on en a. Et que par conséquent, il faut que nous essayions de nous positionner, non pas en disant les autres font pas bien ceci, les autres font pas bien cela, mais c'est comment moi, je vais au milieu de tout ça, essayer d'avancer dans la direction qui est la mienne et aussi bien que possible. Alors vous le dites, vous l'expliquez pour vous en disant ce que vous avez, c'est pas des comment dire ça, des fuites, ce sont des exutoires. C'est-à-dire que vous avez des vecteurs et des outils qui, parce que vous avez la possibilité d'exprimer par la créativité, vous permettent d'expulser ce qui se passe. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas, ça. Et il faut qu'ils apprennent à comprendre que lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté ou une tension, ça n'est pas la nier ou ça n'est pas la fuir qui va permettre de la résoudre, c'est la reconnaître et la transformer en quelque chose. Et c'est un vrai travail. Et parfois, il y a besoin de se faire aider si on est vraiment pris par la chose. Sinon, on a juste besoin de revenir à soi et à se dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Eh bien, plutôt que de regarder les réseaux sociaux, je vous propose de lire le livre de Michel Odoul, Un oui. corps pour me soigner, une âme pour me guérir, aux éditions Albin Michel. Ça vous fera du bien. Et merci Christophe. Je vous redonne pas merci la parole Christophe. parce qu'on est en fin d'émission, mais merci d'avoir participé. Notre gagnant du jour, c'est Karl qui habite Bordeaux, qui repart donc avec ce pack sensuel, petit jeu coquin de passage du désir. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Jean-Charles Bouchou et on va parler des expériences douloureuses de l'enfance, des blessures d'enfance et de ce que ça peut provoquer comme symptômes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, c'est le seul espace de liberté pour dire tout ce que vous pensez. Cette situation d'aujourd'hui s'adapte, c'est long, c'est fatigant, c'est usant. Et on en a marre. On est margé à plus de 55%. Et après, quand on fait nous-mêmes le bilan, on se dit, mais où va notre argent? Et quand je vois où notre argent est lapidé, non, c'est bon. À un moment donné, se casser le dos, faire des efforts. C'est toujours nous qu'on fait des efforts, le petit contribuable. On nous demande trop, on n'y arrive plus. Appelez le 0826 300 300,